Mesdames, Messieurs, bonjour. Les dernières nouvelles en provenance du Togo. Le calme est revenu à Lomé, la capitale, après plusieurs jours de violence. Cette semaine, des groupes de jeunes manifestants ont dressé des barricades, notamment dans le quartier Baie, bastion historique de l'opposition, mercredi, jeudi et vendredi. Mais dans la deuxième ville du Togo, Sokodé, fief du Parti national panafricain de Tikpi Tchadam, on compte ce week-end un mort de plus, 16 manifestants condamnés à la prison ferme. Autant dire qu'il y a encore et toujours de l'électricité en l'air. Alors, question, quelle solution pour le Togo? Nous posons la question chaude à Maître Jean Yaovi Degli, qui nous fait l'honneur de venir en studio ce week-end. Maître, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Jean Yaovi Degli, vous êtes un avocat togolais, ancien ministre, pour être précis, délégué chargé des relations avec le Parlement durant la transition de 92, chargé des institutions, le Parlement, c'est le Haut Conseil de la République, et vous étiez également le porte-parole du gouvernement du Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo. Vous êtes un ancien avocat du tribunal pénal international pour le Rwanda, actuellement avocat au barreau de Lomé et de Paris. C'est exact? Oui, c'est exact. Vous avez fait quelques publications, dont Togo, la tragédie africaine, publiée aux éditions Nouvelles du Sud. Et puis, à quand l'alternance politique, Paris, édition L'Harmattan. Et ça m'inspire une première question. Justement, vous avez trouvé la réponse à quand l'alternance au Togo? Pour le moment, rien ne permet de dire quand elle viendra, cette alternance. Mais tout porte à croire qu'il faut l'espérer. Parce que le jour où il n'y a plus cet espoir, ce n'est plus la peine de se battre pour quoi que ce soit. Nous nous battons pour l'alternance politique, l'état de droit, la démocratie pleine et entière, et nous espérons que tout cela, nous l'aurons. L'alternance, c'est quoi? Changement d'homme à la tête de l'État ou changement à la suite d'élections? L'alternance, c'est un changement nécessairement qui passe par les urnes. L'alternance n'est pas juste un changement qui passe ni par les armes, ni par la rue. Il faut que l'alternance passe par les urnes. C'est ça qu'on appelle l'alternance politique. En tout cas, c'est ça qui, en matière constitutionnelle, représente l'alternance politique. Mais il y a eu des élections au Togo. Dans la dernière, en 2015, a été saluée notamment par la communauté internationale pour sa régularité. Oui, le fait que les élections soient saluées par la communauté internationale ne signifie pas qu'on a l'alternance. La régularité d'une élection ne signifie pas qu'on a l'alternance. On peut avoir des élections dans un régime où il y a des mandats illimités, comme cela est le cas aujourd'hui dans notre pays, où le même président peut rester au pouvoir et se représenter et être élu 10 fois, 15 fois, mais ce n'est pas ça l'alternance. Mais François Hollande a dit en son temps que son problème, ce n'est pas forcément la limitation du mandat, mais que les élections se déroulent de façon crédible. Oui, vous parlez de François Hollande, je ne suis pas François Hollande. C'est François Hollande qui pense que les élections doivent être juste crédibles. Je pense que l'alternance est fondamentale, sinon je ne sais pas pourquoi la France l'a instauré, l'alternance. Si elle n'était pas importante et fondamentale, la France ne l'aurait pas instaurée elle-même. Donc il n'y a pas d'alternance sans limitation de mandat? Absolument. On ne peut pas avoir d'alternance sans limitation de mandat. La limitation de mandat est une condition sine qua non de l'alternance. Revenons donc à notre sujet, l'actualité politique au Togo qui est marquée par des scènes de violence. Vous les avez observées sûrement, ces scènes de violence au Togo, qui sont nées, on va dire, des manifestations de l'opposition, des manifestations interdites. Première question, Maître Degli, est-ce que l'opposition avait raison de manifester malgré l'interdiction du ministère en charge de l'administration territoriale? Avant d'en arriver à la réponse à cette question, je voudrais préciser que les violences n'ont pas commencé seulement avec l'interdiction des manifestations. Les violences ont commencé avant. Et même, je crois que le ministre a essayé de justifier son interdiction par certaines violences qui ont eu lieu de la part des manifestants de l'opposition qui voulaient empêcher d'autres personnes de vaquer librement à leurs occupations. Vous savez, vous êtes libre de manifester, mais votre liberté ne peut pas
être étendue jusqu'à interdire aux autres de manifester leur liberté. Vous êtes libre de manifester, d'autres sont libres aussi de ne pas manifester. Ça, il faudrait que ça soit clair, il faudrait qu'on en tienne compte. Et puis, au-delà de ça, dès le début des manifestations qui concernent le problème que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le problème des réformes, le 19 août, il y a eu des violences. Il y a eu des violences de part et d'autre. Il y a eu des violences de la part des manifestants, il y a eu des violences de la part des forces de l'ordre ou des militaires qui sont censés assurer la sécurité pendant que ces manifestations ont lieu. Donc, et pour rappeler, en ce qui concerne l'épisode du 19 août, il faut dire que le problème était né du respect de l'itinéraire imposé par l'administration du territoire. Peu importe ce qui a amené les violences, il y a eu violence. Okay? Parce que les gens qui sont du côté de ceux qui manifestent vous diront que ce n'est pas ça qui a provoqué la violence, que la violence avait été voulue et que les ministres qui sont intervenus dans le sens de faire de la violence. Donc vous voyez, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais en ce qui concerne les manifestations qui ont eu lieu dernièrement, je voudrais dire que si on peut reprocher à des manifestants de vouloir braver des interdictions, encore faut-il que les interdictions se fassent dans les normes, qu'elle se fasse légalement. Je suis le président de la commission qui a rédigé la nouvelle loi sur les manifestations en 2011. On avait présenté un projet que j'avais trouvé très liberticide de la part du gouvernement. J'avais fait des observations et le ministre Bojona, à l'époque, qui était celui de l'administration territoriale, m'avait appelé pour demander si je pouvais aider. J'ai accepté d'aider, ça m'a valu beaucoup de lapidation de la part de l'opposition. À un moment donné, on a appelé le projet Bojona Degli. On a dit que c'était un projet très liberticide. Et puis, dès que mon projet est sorti, on l'a pris. Et quand on a commencé à l'utiliser, on n'a plus jamais parlé de projet Bojona Degli. Parce qu'on a vu que le test était tellement bon que si on associait le nom de Degli allait en tirer un bénéfice après. Donc, on ne parle plus aujourd'hui de loi Bojona Degli. On parle seulement de loi Bojona. C'est une bonne chose, en tout cas. L'histoire retiendra que j'ai présidé la commission qui a rédigé cette loi et que c'est une très bonne loi pour les manifestations chez nous. Maintenant, l'interdiction du ministre n'est pas légale. Il faut que nous soyons objectifs. Le ministre, la loi permet au ministre, à chaque fois que des gens veulent faire une manifestation, de l'interdire en évoquant des arguments précis, avec des motivations précises, dans sa décision, qui permettent à ceux qui veulent manifester et qui voient leur manifestation interdite, d'aller vers des juridictions pour faire des recours. La loi ne permet pas l'interdiction de manifestation d'une façon générale. Cette loi que nous avons faite ne permet pas l'interdiction de manifestation par des communiqués. Elle ne permet pas l'interdiction de manifestation par des déclarations d'un ministre. Donc, du coup, l'acte posé par le ministre ne répondait pas juridiquement. Oui, selon vous, avant d'analyser le caractère légal ou non de la loi, vous disiez que si une autorité sort une loi supposée illégale, est-ce que le citoyen a la possibilité de braver cette loi? C'est là la question. Mais justement, à partir du moment où ce que vous faites n'est pas légal, la partie adverse va vous dire je suis en droit de ne pas respecter. Oui, parce que la loi prévoit également les recours. Non. Pourquoi la loi ne prévoit aucun recours si on fait des interdictions générales, justement. La loi ne prévoit pas l'acte qui a été posé par le ministre. La loi ne prévoit pas ça. L'acte, c'est qu'une manifestation a été interdite. Non, ce n'est pas une manifestation qui a été saisie. D'abord, vous allez saisir le tribunal administratif sur la base de quoi? Sur la base de la déclaration du ministre. La loi est claire. La façon dont il faut interdire est claire. C'est par une décision motivée qu'il faut interdire une manifestation. Pas d'une façon générale des manifestations. On ne sait pas si les organisateurs ont reçu cette lettre motivée ou non. Malheureusement, il n'y a pas eu de lettre. Il y a eu une déclaration. Non, il y a une déclaration. J'ai discuté avec des gens. Il y a eu une déclaration. Puisque lorsque le problème s'est posé, beaucoup de personnes se sont référées à moi en tant que président de la commission ayant rédigé cette loi pour savoir si cette situation était une situation normale. Je n'ai pas voulu écrire au ministre parce que je me suis dit, en tout état de cause, la loi sera lue et le ministre peut-être rectifiera le tir. Vous savez, le ministre a tout loisir d'interdire les manifestations au cas par cas à chaque fois que
une demande lui est soumise. Mais est-ce À chaque fois qu'une information est portée à sa connaissance. De la sécurité publique, au nom de l'ordre public, que le ministère puisse prendre ces mesures transitoires. Ils n'ont pas parlé d'interdiction, mais de suspension. Ce n'est pas des mesures transitoires, excusez-moi. Dans un pays de droit, il faut faire comme dans un pays de droit. Dans un pays de droit, on ne se comporte pas comme si on était dans la jungle. Dans un pays de droit, on fait les choses de façon légale. Et le ministre a tout loisir. Il a tout loisir quand les gens lui soumettent une manifestation, une proposition de manifestation, de dire non, compte tenu de la situation que nous avons actuellement, nous ne pouvons pas. Et il liste. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. En ce moment, ça ne revient pas à la même chose. Ça ne revient pas à la même chose. Non, ça ne revient pas à la même chose. Non, ça ne revient. Ne permettons pas les choses qui ne sont pas légales. Nous sommes dans un pays qui a déjà des difficultés pour respecter les lois qui existent. Si nous commençons à sortir complètement du cadre de la loi, nous risquons d'avoir encore plus de problèmes. Le Togo a eu toujours des problèmes en ce qui concerne le respect de la légalité. Restons dans la légalité. Obligeons tout le monde à rester dans la légalité. Nous avons prévu une loi, ou nous avons rédigé une loi qui donne toute possibilité aux gouvernants d'intervenir quand il y a un problème ou bien quand il y a ne serait-ce qu'une information, une suspicion que la sécurité ne sera pas garantie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut passer outre et faire autre chose? Bon, en tout cas, c'est votre point de vue. On va écouter un autre également, le professeur Poda, qui a participé à la rédaction de cette loi sur les manifestations publiques à Lomé. Maître Yaovi Degli, nous suivons les explications du professeur Poda. On revient pour les débats. C'est un régime d'information. Mais un régime d'information qui a un certain nombre de conséquences du point de vue de la procédure. Et je m'explique. Les candidats qui veulent manifester informent l'administration. Et l'administration, à la réception de cette lettre d'information, mène des enquêtes. Lorsque l'administration remarque qu'il y a des risques de dérapage, l'administration peut convoquer les candidats à la manifestation pour échanger avec eux, ne serait-ce que pour recadrer la manifestation sur le terrain. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, lorsque les risques dépassent un certain nombre de degrés au regard des expériences passées, l'administration a le pouvoir soit d'interdire, soit de surseoir. Alors, dans cette hypothèse, l'administration envoie une notification de l'interdiction de manifestation. Et les candidats à la manifestation peuvent saisir le juge administratif qui va contrôler la légalité de l'interdiction. Et le juge se prononce dans un délai de 48 heures en procédure d'urgence. Et c'est le juge qui autorise à la fin ou n'autorise pas. Donc moi j'apprends sur les médias que l'administration n'a pas le droit d'interdire les manifestations, que c'est un régime d'information et donc il suffit d'informer et puis on peut aller dans la rue. Non, il s'agit de l'ordre public. Et l'ordre public doit être protégé. Et c'est ce qui est contenu dans cette loi. Je n'ai pas parlé de moi, mais cette loi, je l'ai faite avec le professeur Kukuroko. Et en collaboration d'ailleurs avec l'opposition. Et à l'époque, je me souviens, c'était la mauvaise loi. C'était la mauvaise loi que le Centre de droit public, piloté par les professeurs Kodar et Kukuroko, ont proposé au Togo. Mais aujourd'hui, c'est cette loi qui est brandie et interprétée d'une manière alambiquée pour dire que l'autorité administrative n'a pas compétence pour interdire. Elle a compétence pour interdire, mais c'est le juge qui décide en dernier ressort. C'est pour cette raison que moi je dis que dans un état de droit, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une décision de l'administration qui est
un acte administratif qui suppose apporter grief, alors vous allez devant le juge. Et c'est une procédure d'urgence. Le juge a l'obligation, dans les 48 heures, de vous dire que l'acte là est illégal ou bien l'acte est légal. Voilà le régime juridique. Et c'est clair dans les textes. Le professeur Adama Koda, vice-président de l'université de Kara, c'est un professeur de droit. Alors, maître Jean-Yaroui Degli, le professeur Koda, nous dit que l'ordre public doit être protégé. Au nom de cette protection, il justifie la suspension des manifestations, on va dire pas générales, mais les jours ouvrés. Merci beaucoup. Je voudrais procéder à une rectification que j'ai faite au professeur Koda lui-même la fois dernière. Le professeur Koda n'a pas rédigé cette loi. Il ne fait pas partie de la commission qui a rédigé cette loi. Lui et le professeur Kokoroko avaient proposé le projet du gouvernement que nous avons critiqué, les 28 ou 29 articles, que moi j'ai critiqué en relevant en quoi cette loi était complètement à l'antipode de ce que les principes fondamentaux des droits de l'homme veulent. Et c'est là où le ministre Bodjona nous a fait appel et a demandé que je puisse aider. Et j'ai dirigé cette commission dont le vice-président a été l'ancien président de la CNDH, le juge Kounté. Donc le juge Koda n'a pas fait partie de ceux qui ont rédigé. Il a fait partie de ceux qui ont rédigé le projet du gouvernement qui a été rejeté et nous avons refait une nouvelle loi. Première des choses. Ça devient une loi de la République. Première des choses. La deuxième chose, c'est que quand vous entendez tout le développement du professeur Koda tout à l'heure, vous entendez parler d'actes administratifs. Un acte administratif, ce n'est pas un communiqué. Il vous a parlé de décision. Il a parlé de décision. Une décision, ce n'est pas un communiqué. Il a parlé de quand il y a manifestation, on informe l'autorité. Et l'autorité peut soit différer, soit recadrer, soit interdire. Et quand ces actes sont posés par l'autorité, vous avez la possibilité de faire un recours. Nous sommes dans une situation où nous n'avons ni décision de l'autorité, ni acte administratif pour qu'on fasse des recours. Donc, tout son développement, malheureusement, n'a pas concerné véritablement la situation que nous vivons. L'ordre public peut permettre, ok, mais quand l'ordre public permet, encore faut-il que celui qui va prendre des décisions au nom de l'ordre public les prenne en respectant la légalité pour permettre aux autres, parce que l'acte qui vient pour respecter l'ordre public doit être susceptible de recours. Mais pour que cet acte soit susceptible de recours, il faut que ce soit un acte administratif et la loi prévoit... Si c'est le communiqué qui est la décision, est-ce non, le communiqué saisit le juge administratif sur la base du communiqué. Le communiqué n'est pas dans le cadre où il doit être. Si c'est le communiqué qu'on veut mettre comme interdisant une... Le communiqué n'interdit pas une manifestation. Le communiqué prend un acte d'ordre général comme une loi. Un communiqué n'est pas une loi. Une déclaration de ministre n'est pas une loi. Elle ne peut pas disposer de façon générale. Le communiqué doit concerner un acte précis. Si c'était ça, les gens qui veulent manifester iraient se pourvoir devant le juge administratif. Le problème, c'est que qui leur donnerait... Pardon, laissez-moi terminer. Ouais. Qui leur permettra... Le juge administratif qui leur permettra soit de faire les manifestations, soit de ne pas le faire. Je ne suis pas opposé au fait qu'on interdise une manifestation au nom de l'ordre public. Surtout avec ce qui se passe actuellement dans notre pays, où nous avons d'un côté et de l'autre des gens qui sont prêts à en découdre, à faire de la violence, des milices qui sont dans la rue, des gens qui vont faire des barricades. Je ne suis pas opposé, mais je dis il faut que nous fassions cela dans le cadre de la légalité. C'est indispensable. Il faut que cet État respecte question sur cet aspect. Vous et moi ne savons pas si derrière ce communiqué, le ministre a bel et bien pris une décision. Il n'y en a pas eu, monsieur Gilles Bocor, il n'y en a pas eu. S'il y en a eu, je vous dis que des gens m'ont consulté. J'aurais vu cette décision, il n'y a pas une décision. Et de deux, s'il y a une décision, la décision ne peut pas disposer de façon générale. C'est la loi qui dispose de façon générale. La décision devait être prise contre une manifestation et à chaque fois que des gens veulent manifester, que ces gens informent, le ministre prend une décision et puis les gens peuvent aller faire leur recours. Et je suis sûr que dans les circonstances actuelles, quand ces gens vont faire des recours, le juge administratif ne leur donnera pas l'occasion d'aller marcher. Ça aurait été meilleur. On aurait été dans le cadre de la légalité. Et vous voyez, cela aurait évité que des gens aillent dans la rue en disant « parce que le ministre n'a pas respecté la loi, nous voulons manifester ». En ce moment-là, si le ministre avait pris l'acte normal et que les gens
s'opposaient, c'est eux qui rentraient dans la légalité. C'est très important. Oui, cela dit, très important. Analysons un peu le fait même, les manifestations de rue en démocratie. On va voir les avantages et peut-être, s'il en existe, les inconvénients. Maître Jean Yaovidegli, pensez-vous que ces manifestations telles qu'elles sont organisées, les manifestations de rue pour réclamer les réformes, est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles peuvent permettre d'atteindre leur objectif? Lorsque dans un pays, vous avez les populations qui n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer que d'aller dans la rue, c'est normal que les gens aillent dans la rue pour revendiquer. Maintenant, quelle est la réponse de l'autorité? C'est ça le plus important. Lorsque les gens vont dans la rue pour des causes ou bien des raisons qui se justifient, et dans notre pays, quand les gens sont partis dans la rue le 19 août dernier, c'est pour des raisons justifiées, c'est pour des réformes qui ont traîné depuis 2006 jusqu'à 2017. C'est ce que les gens revendiquaient. Les gens parlaient d'autres choses comme le vote de la diaspora, mais l'élément fondamental, c'était quoi? C'était essentiellement ça. Les gens voulaient qu'il y ait les réformes, ils revendiquaient les réformes. On est parti leur demander, qu'on ne sait pas quel type de réforme il faut faire, de dire le type de réforme. Ils ont dit, bon, puisque vous ne savez pas quel type de réforme il faut faire, nous avons la Constitution de 92, c'est ça que nous demandons. Faites-nous les réformes qui fassent revenir la Constitution de 92. Maintenant, quelle a été la réponse de l'autorité? Il faut que la réponse de l'autorité vienne et qu'on arrête tout ce qui se passe. C'est ça. On n'a pas besoin. Vous savez, je dis jusqu'à aujourd'hui, le président de la République a commis une erreur. Je crois que les gens qui l'ont conseillé ne l'ont pas bien conseillé. Le président de la République devait faire les réformes au moment où tout était calme et serein. Au moment où les gens lui disaient, vous avez un boulevard devant vous. C'est en ce moment-là qu'il fallait faire les réformes. Il y avait eu des tentatives de il aurait fait ces réformes. Pas l'opposition. Excusez-moi, le président de la République, s'il a la volonté politique, c'est de son fait de régler ce problème. Faure Gnassingbé aurait pu régler ce problème de la façon la plus simple possible. Est-ce qu'il pourrait régler le problème tout seul? Il aurait pu. Quand l'accord politique global a prescrit le consensus, il aurait pu. Il aurait pu. Il suffit que ce qu'il propose tienne compte véritablement de l'intérêt général et il aurait pu. Et moi, je vous dis que j'aurais souhaité que le chef de l'État fasse cette réforme pendant que tout était calme. D'abord, il aurait eu le mérite de faire les réformes pratiquement selon comment il aurait voulu que les choses marchent. Et puis la deuxième chose, il aurait eu le grand mérite d'être dans l'histoire celui qui a procédé à ces réformes pour le Togo. En attendant et en refusant, en tout cas en faisant comme si il n'y a rien, en croyant qu'il faut que l'opposition aille dans la rue d'abord. Or, ces réformes, ce n'est pas que l'opposition qui les veut, c'est le peuple togolais qui en a besoin. Une bonne partie de ce peuple en a besoin. Toujours estimé qu'elle n'est pas contre les réformes. Mais elle ne les a pas faites. Elle ne les a pas faites. La volonté politique a manqué, malheureusement. Maintenant, lorsque la question a été posée, et ça aussi, permettez-moi de revenir là-dessus, lorsque la question a été posée que les gens ont été dans la rue, les réponses qui ont été données ont été mauvaises. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire les différentes réformes qui ont été données. La première réponse qui a été donnée aux manifestations par lesquelles les gens ont revendiqué les réformes, c'était d'aller leur faire un concert. Vous pensez que les Togolais, à leur âge, ceux qui revendiquent les réformes sont des enfants qui on va chanter tout bovi, les berceuses? On a fait un concert. Oui, et je crois que sur ce plan, les gens qui ont... Permettez-moi de finir. Oui, les gens qui ont conseillé le chef de l'État ont simplement essayé de se sucrer sur le dos du président de la République. Parce que en plus de ça, quand on dit l'ensemble des fonds que les gens ont pris, les gens parlent de 600 millions, les gens parlent de plus, on n'a pas répondu. Deuxième chose, lorsqu'on a voulu répondre, le texte qu'on a proposé pour répondre ne répondait pas vraiment à la question. Dans ce pays, on a parlé depuis des années de limitation de mandat présidentiel. On vient présenter un texte comme une punition pour les parlementaires qui revendiquent. Donc la limitation du mandat, c'est une punition? En disant limitation de mandat parlementaire. Je vais vous dire, monsieur Gilles Bokor, c'est une mauvaise solution pour notre pays. Combien de personnes dans ce pays ont la capacité de travailler à l'Assemblée? Nous devons avoir 99 députés. Si vous limitez leur mandat en disant ils font 2 mandats, ils s'en vont, dans 15 ans, 20 ans, vous n'aurez plus des gens qui soient capables d'être députés chez nous. Vous voulez dire laissez-moi vous durant 10 ans, on ne peut pas avoir 90 personnes. Laissez-moi vous dire, vous allez avoir des gens qui n'ont plus la compétence, la capacité d'aller
être député. Combien de personnes veulent être députés dans ce pays? Combien de personnes en ont la capacité? Combien de personnes en ont les moyens? Ok? Vous arriverez à un moment où vous n'aurez plus de gens qui soient ni députés ni sénateurs. Ça, prenez-le pour dit. Je mourrai, mais si on pose ça au Togo comme principe, je mourrai, on reviendra écrire ça sur ma tombe. Que ce garçon avait dit ça à un moment donné. Vous n'en aurez pas. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, on n'a pas limité le mandat? Et c'est dernièrement, les Français ont commencé, à dire... Oui, il y a une réflexion. Pourquoi les Français ne l'ont pas fait jusqu'à présent? Les Français ont tout un arsenal d'intellectuels, de personnes capables. Mais Degli, est-ce que c'est parce que les Français ne l'ont pas fait que les Togolais ne peuvent pas... Laissez-moi, ce que nous devons faire qui peut aider ce pays, c'est ce que nous devons faire. Ce qu'il faut faire pour aider notre pays, cette disposition qui a été mise dans ce projet du gouvernement est juste une façon de dire... Vous avez dit limitation de mandat, on vous le fait d'abord parce qu'on pense que c'est une punition, et je répète, c'est une punition. Deuxièmement, parce qu'on pense qu'en le faisant ainsi, les gens vont réfréner leur volonté de vouloir faire cette limitation de mandat. Ça, ce sont les deux éléments. La troisième réponse qu'on a donnée, et qui est une réponse qui malheureusement aussi n'a pas fait face véritablement, c'est qu'on a envoyé les partisans du pouvoir dans la rue pour aller dire « touche pas à ma paix ». Attendez, soyons sérieux. Vous savez, la paix, c'est une disposition d'esprit qui vous permet, lorsque vous avez des raisons de contester, de ne pas contester parce que vous n'avez pas de raison. C'est-à-dire une disposition d'esprit, de sérénité, de calme, qui vous amène à ne pas revendiquer, à ne pas manifester parce que vous n'avez en réalité pas de raison. Lorsque des gens ont des raisons, ceux qui sont partis dans la rue ne sont pas seulement des gens qui voulaient les réformes. Il y en a aussi qui ont le ras-le-bol social, ok? Qui sont exaspérés, qui sont désespérés, qui sont allés dans la rue. Vous allez, avec votre groupe, leur dire « touche pas à ma paix ». Vous savez, sociologiquement, vous savez ce que cela représente? Ça veut dire, oui, les gens du pouvoir, ils ont l'argent, ils ont le boulot, ils ont les affaires, ils détournent de l'argent. C'est eux qui sont les nantis, ils sont en face, ils ont la paix. Nous, ceux qui étaient dans la rue du côté de pouvoir remplissent cette... C'est une analyse générale que je vous fais. Nous sommes en face, nous n'avons rien, nous sommes les déshérités, nous sommes les misérables de la République, nous faisons face à ceux qui ont la paix, nous aussi nous voulons la paix. Or, la paix, c'est pourquoi? C'est pour tout le monde. Donc, le président de la République aurait pu répondre, parce que je sais que le président est conscient, le président Faure est conscient du fait que tous ceux qui sont allés dans la rue n'y sont pas allés uniquement pour des problèmes de réforme. Les gens sont allés, plusieurs sont allés parce qu'ils sont exaspérés sur le plan social, économique. On aurait pu régler les problèmes autrement. Et on en est arrivé là aujourd'hui. Maintenant, il faut trouver le moyen d'apaiser. Lorsqu'on est parti le lundi dernier pour arrêter cet imam-là, on n'a pas apaisé. J'apprends que hier on a arrêté encore un imam. Il faut, à un moment donné, il faut jouer l'apaisement. Et le chef de l'État, je dis qu'il a la clé. Il a la clé. Il ne faut pas que les gens le trompent. S'il veut le bien de son pays, s'il lutte pour que ce pays n'ait pas une image dégradée dans le monde, alors que lui-même, en 2005, a dit plus jamais ça. C'est-à-dire, le chef de l'État a été tellement touché par le fait qu'il y ait du sang versé dans notre pays qu'il a dit plus jamais ça. Et aujourd'hui, on reprend exactement la même chose. On retrouve des milices dans la rue comme en 2005. C'est extrêmement grave. Oui, mais c'est extrêmement grave. Tout était parti d'une revendication, vous l'avez souligné, le retour à la Constitution de 1992. On va écouter tout à l'heure quelques acteurs politiques et de la société civile là-dessus. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'était une revendication, on va dire, sérieuse? C'est une revendication sérieuse pour des gens qui considèrent qu'on leur demande quel type de réforme ils veulent. Mais en même temps, c'est une revendication qui n'aurait pas pu être satisfaite de but en blanc de cette façon-là. Vous savez, aujourd'hui, si on veut revenir à la Constitution de 92, à son intégralité, il suffit d'abroger la loi de 2002. La loi du 30 décembre 2002, il suffit de l'abroger. On est revenu à la Constitution de 92. Si on veut y revenir, il y a des mécanismes simples pour y revenir. Mais ce n'est pas ça. La Constitution de 92, certains pensent qu'on n'a pas besoin de revenir totalement à cette Constitution. Et je suis d'accord avec eux sur un certain nombre de points. Mais en faisant quelques amendements dans ce que nous avons aujourd'hui, nous revenons
à la lettre, ou du moins aux principes fondamentaux de 92. Et ça aurait été bon. On va écouter ces différents acteurs, tour à tour. Maître Zeus Ajavon, il est avocat, constitutionnaliste. Nous écouterons aussi Palouki Massina, professeur de droit à l'Université de Lomé. Et puis André Afanou, un acteur de la société civile. Dire que remettre une constitution, la constitution de 92, la remettre en place comme ceci, ça a été dit, ça ne sera pas faisable. C'est comme si on recommence à zéro. Or, il faut tenir compte toujours des leçons du passé, tenir compte de la pratique, des leçons du passé, et pouvoir améliorer les choses dans l'ordre que ça doit se faire. Et c'est tout ce que je peux dire sur ce point-là. La révision constitutionnelle, c'est vrai, une constitution, elle n'est jamais sclérosée. Elle est toujours susceptible de révision, c'est clair. Mais quand est-ce qu'il faut la réviser? C'est une interrogation. Quand? Est-ce que ça a été fait comme ça doit se faire dans les règles de l'art au Togo? Je ne suis pas très convaincu. Je crois maintenant, cette révision s'impose. Elle s'impose. Même si on veut la Constitution 92, et la révision s'impose. Elle s'impose. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour la réviser? Je crois qu'il faut s'asseoir pour voir ça ensemble. Il y a un angélisme autour de la Constitution de 1992. Un véritable angélisme. Si on retourne à 92, tout est parfait. Faux. Parce que la Constitution de 92, elle n'a pas été du tout consensuelle. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Pourquoi, dès le départ, il y a affrontement sur la conférence même? Est-ce que c'est une conférence nationale ou une conférence nationale souveraine? Et jusqu'à présent, ceux qui pensent qu'ils ont gagné disent conférence nationale souveraine, et les autres disent conférence nationale. Et tout a rejailli sur tous les textes qui ont été mis en place. Si vous avez bien suivi la conférence, il y avait 960 personnes, à peu près. Sur les 960 personnes, les membres des administrations centrales et des chefferies traditionnelles qui ont été mises en place par le gouvernement. Tous les autres venaient des associations et des partis politiques. Il y avait 22 associations à la conférence nationale, 21 étaient de l'opposition, et chacune avait le droit de se faire représenter par 8 membres. Et les partis politiques, il y avait près d'une vingtaine, et chacun avait le droit de se faire représenter par 12 membres. Vous voyez? Donc, ce n'était pas une conférence consensuelle. Quand Jovi Gali disait ce matin que les fondamentaux ont été jetés par la constitutionnelle, la conférence nationale, je dis oui, mais pas une conférence consensuelle. Voilà, c'est ça qui fait que la Constitution de 1992 n'a pas résolu nos problèmes, même si les gens pensent que c'est un joyau. Elle n'a pas résolu nos problèmes. Et, voilà. Et c'est pour cela que celui qui est arrivé tout de suite après, il dit, bon, ben, moi je ne peux pas fonctionner avec ça. Déjà qu'il avait été minoritaire à la conférence nationale, il a modifié. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que, fondamentalement, on ne peut pas revenir à 92 sans aménagement. Pas impossible. On ne peut pas non plus aller au référendum sur la base de ce qui existe ou de ce qui est proposé. Non plus. Parce que ce n'est pas consensuel. Donc, il faut déléguer. Voilà. Merci. En réalité, je pense qu'il y a un dialogue de sourds qui risque de s'installer. Ceux qui demandent qu'on revienne à la Constitution de 92, je ne suis pas leur interprète. Mais je voudrais rappeler que pourquoi cette demande est faite. En 1992, au sortir donc du régime à parti unique, il y a eu, les pères fondateurs sont là, le souci d'instaurer un nouveau régime démocratique, avec un certain nombre de fondamentaux. La séparation des pouvoirs, la souveraineté appartenant au peuple et le respect des libertés fondamentales. Le souci, c'est qu'au fur et à mesure des années, ces acquis, on a commencé par les perdre. Et il y a beaucoup d'événements qui l'ont illustré. 2002, 2005, illustration importante. Dans les faits, les principes que la Constitution de 92 a voulu poser, à savoir, entre autres, la redevabilité même de l'action publique. On a senti là-bas aussi
qu'il y avait un souci. Le chef de l'État, par exemple, a l'obligation, je ne vous apprends rien, d'aller devant l'Assemblée nationale. Chaque année, rendre compte, il ne le fait pas. La déclaration des biens au terme de la Constitution, ce n'est pas réel. Ce n'est pas tout. La CVJR, à un moment donné, a été perçue comme la solution qui aurait pu permettre effectivement à notre pays de revenir, je précise encore une fois, aux principes fondamentaux de 92. C'est-à-dire que quand les gens disent « retournons à la Constitution de 92 », et que nous passons trop de temps à discourir pour savoir comment on y revient dans la forme, je pense que ce n'est pas un bon débat. Une brochette de réactions des acteurs politiques et de la société civile, des réactions qui ont été recueillies lors du colloque international marquant les 25 ans de la Constitution de 1992, un colloque organisé par l'Université de Lomé. Vous y étiez d'ailleurs, oui. Maître Jean Yaovi Degli, notre invité. Comment voyez-vous ces réactions, ces différentes réactions? Ça veut dire que les lignes sont en train de bouger quelque part, hein? Non. Aujourd'hui, ce n'est plus le retour absolu à la Constitution de 92, mais un retour nuancé. Dans tous les cas, moi, je n'ai jamais pensé à un retour absolu à la Constitution de 92. Mais c'est ce qui se dit dans la... Oui, c'est ce qui se dit. C'est un... Vous savez, c'est un argument de combat, un argument de lutte. Vous demandez le plus pour avoir le moins. Les gens qui sont dans la rue, ils savent qu'on n'ira pas à la Constitution de 92, on ne reprendra pas de but en blanc la Constitution de 92, mais qu'un certain nombre, comme j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'amendements à la Constitution actuelle permettront de revenir aux fondamentaux de 92. Et c'est largement suffisant. Je crois que si on est d'accord pour faire ça, on sortira de cette ornière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, le problème est tellement simple qu'on ne comprend pas que nos hommes politiques n'arrivent pas à s'entendre sur ce minimum-là. Bon, bien évidemment, à un moment donné, certains ont dit Faure doit partir, le président doit s'en aller. Ça, je crois que c'est une exagération. Et ça aussi, à un moment donné, moi, j'ai pensé que c'était juste un moyen de lutte, de demander plus pour avoir moins. Et je me suis rendu compte que certains ont commencé à s'arc-bouter sur ces positions. Vous n'avez pas les moyens de cette politique. Ils ont quels moyens pour faire dégager Faure du pouvoir? Ils ont quels moyens aujourd'hui pour faire dégager Faure du pouvoir? Et j'ai l'impression que... Vous dites là, vous pensez que c'est compris pour ceux qui sont dans la rue et les leaders politiques? Les leaders politiques, c'est lui qui est leader. Le leader politique ne se fait pas diriger par les gens qu'il mène dans une foule. Oui, la foule ne dirige pas. 14. Non. Vous savez, dans le groupe des 14, moi je rencontre des gens tout le temps. Oui, mais la plupart... Je recevais un leader du groupe des 14 qui dit que désormais, il se plie à la volonté... Oui, il se plie à la volonté parce que la plupart d'entre eux, excusez-moi, ils ont peur. La plupart ont peur de prendre le contre-pied de ce que, par exemple, M. Fabre dit. Parce qu'après, ils craignent d'être lapidés, d'être injuriés dans la presse. Vous savez, quand vous êtes leader politique, vous devez accepter quelquefois de perdre votre tablier. Accepter quelquefois d'être injurié. Mais après, vous rebondissez. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. J'ai été au centre de tous les événements de 92. Et Dieu sait aussi en 93. Pas seulement le rapporteur de la conférence nationale. Les événements de 90-91. J'étais la cheville ouvrière des mouvements des jeunes. Et c'est à cause de ça que quand il fallait discuter avec le général, lorsqu'il a dit au départ qu'il ne voulait pas voir Jean Degli, on lui a dit non. Si vous ne le voyez pas, vous n'aurez pas exactement ce que les jeunes qui sont dans la rue cherchent. Et il est arrivé des moments où des gens ont voulu m'imposer certaines formes de lutte ou bien certaines façons de faire les choses. Je les ai fait taire. Je disais hier sur RTDS, le jour où j'ai entendu à Baie, voilà, j'ai entendu les gens chanter Kablengoti, on les voyait. Je leur ai dit jamais, jamais dans le mouvement que moi je dirige. J'ai failli me faire lyncher à Baie, j'ai dit jamais. Et il y a eu pratiquement une altercation. J'ai fini par expliquer aux jeunes pourquoi. En leur disant, mais nous ne faisons pas un mouvement contre une ethnie. Combien de Kabyais voyez-vous qui ont mis le régime Eyadema en place? Il y en a très peu qui ont été avec Eyadema. Les gens qui ont mis ce régime en place sont des gens de chez vous. C'est eux qui l'ont fait. Et j'ai cité à l'époque d'ailleurs des gens qui sont de Baie. Je ne veux pas les citer aujourd'hui, je les ai cités. On a eu une discussion assez longue de pratiquement 20 à 30 minutes. Les jeunes se sont calmés. Après, j'ai fait des conférences à l'intérieur de Baie, où j'ai expliqué un certain nombre de choses. Et je leur ai dit, écoutez, ce que vit le Kabyais, c'est ce que vous vivez ici. C'est ce que vit le Losso, c'est ce que vit le Moba, c'est ce que vit le Kotokoli, c'est ce que vit l'Anna, c'est ce que vit l'Évé. Je leur ai expliqué, et c'est ensemble
qu'ils m'ont porté en se disant « Ah, on ne savait pas, on va suivre ce que tu dis. » Donc, vous savez, il faut être capable. Il manque le courage politique. Certains leaders... Il manque le courage politique. Vous appelez les gens dans la rue, soyez capables de défendre votre position devant eux. Il arrivera un moment où ces gens vous contesteront. Peut-être que vous perdrez même votre tablier. Mais vous savez, si vous êtes dans la justesse, vous le reprendrez le plus rapidement et les gens vous suivront encore. Combien de fois les gens n'ont pas injurié Jean Desglis, envoyé des pierres à Jean Desglis, ce qu'il a dit là, on n'est pas d'accord, ceci, cela. Après plusieurs mois, plusieurs semaines, à quoi est-ce qu'on revient? Ce que Jean Desglis a dit, c'est vrai. Moi, j'ai suivi ça, j'ai eu ça plusieurs fois. C'est très important. C'est très important. Ont été politiquement tués, justement, par leur prise de position. Nous prenons les cas de Yaovi Agboibo et Dem Kodjo dans une certaine mesure. Ils ont disparu de la scène politique. Ça dépend de quelle position vous prenez. Lorsque vous prenez une position qui est objectivement la bonne position, la position qui tient compte de l'intérêt général, les gens ont beau tourner en rond, ils font le tour du monde, ils reviendront à votre position. Mais lorsque vous prenez une position qui va juste dans le sens de quelqu'un, qui donne l'impression que c'est votre beefsteak, c'est votre intérêt personnel que vous défendez, vous savez, les gens, ça vous retournera à la figure très rapidement. Et c'est à cause de ça que, personnellement, je dis toujours que mon parti politique, c'est le Togo. Toutes les positions que je prends, vous savez, que la position soit favorable à Faure Gnassingbé et à son parti, ou qu'elle soit défavorable, qu'elle soit favorable à l'opposition et à ses responsables, ou qu'elle leur soit défavorable, dès lors que c'est dans l'intérêt de ce pays que je la prends, je la prendrai. Lapidez-moi, vous le regretterez un jour, vous remarquerez que ce que ce monsieur vous a dit, c'est ça la vérité. Mais c'est sur ça que vous n'allez pas vers ces leaders politiques que vous connaissez très bien, parce que vous avez fait chemin pendant longtemps. Pourquoi vous ne leur parlez pas ce langage de vérité? Qui vous dit que je ne parle pas ce langage? Qui vous le dit? Qui vous dit que je ne parle même pas au chef de l'État, même si je ne l'ai jamais rencontré? Qui vous dit? Moi, je travaille toujours en allant vers les gens, parce que je considère que, n'étant aujourd'hui dans le rôle ou bien dans la dynamique d'occuper quelque fonction que ce soit, et étant seulement dans la dynamique d'avoir le bien-être pour tous les citoyens togolais, le bien-être de notre pays, mon devoir n'est pas d'exclure qui que ce soit. Mon devoir est de m'adresser à tout le monde. Quelqu'un m'a dit un jour, quand vous parlez de Faure Gnassingbé, quand vous parlez de Yadema, on a l'impression que vous avez un sentiment positif pour eux, alors que c'est des gens qui vous ont... Je dis, mais vous êtes malade. Et Yadema a été le président de tous les Togolais. Il a dirigé ce pays pendant 38 ans. S'il a fait quelque chose qui est bon, je ne m'empêcherai pas de le dire, dans l'intérêt de notre pays. OK? Je donnerai César à César. Si Faure Gnassingbé a fait des choses qui sont positives, soyons sérieux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens ont trompé ce monsieur qui s'est un peu endormi sur ses lauriers et qui n'a pas fait forcément ce qu'il faut au bon moment. Et c'est ça qui aujourd'hui lui revient à la figure. Je crois qu'avec un peu de sérénité, le chef de l'État peut rattraper. Les Togolais ne sont pas mauvais. Ce n'est pas des gens qui sont aussi rancuniers que ça. C'est des gens qui peuvent avoir mal, mais à partir du moment où vous leur redonnez du bien, ils sont prêts à aller vers vous. Et je crois que c'est ça qu'il faut prôner, c'est ça qu'il faut faire. Et de la même manière, lorsque vous mentez à ce peuple, il vous lapidera tout le temps. Lorsque vous lui dites la vérité, et que cette vérité se révèle être de l'intérêt général, eh bien, les gens seront obligés de comprendre à un moment donné ou à un autre. Et une dernière question au sein de l'opposition, notamment du groupe des 14. Qu'est-ce qui fait le problème? Pourquoi on ne peut pas réviser le langage vers le réalisme que vous produisez? Il faut dire que, vous savez, il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que eux. OK? Moi, je sais que l'opposition s'est retrouvée devant certaines autorités, notamment des représentations diplomatiques. Et le chef de file de l'opposition a tenu ce langage-là de nous ne voulons rien d'autre, nous voulons discuter que le départ de Faure Gnassingbé. Des gens lui ont rétorqué, nous ne sommes pas venus pour ça. Et des gens ont tenu un autre langage. Seulement, je crois que devant le peuple, les gens ont peur. Parce qu'ils ont peur de perdre leur tablier. Mais pardon, qu'ils le perdent, ils reprendront ce tablier. Ils le reprendront. Il faut être capable, quand on est leader, de jouer le rôle de leader. Le leader, c'est celui qui sert de tremplin. Il peut, à la rigueur, devenir un dépotoir à un moment donné. Mais à un moment donné, il faut que, parce que vous avez la justesse des positions, la justesse de vos positions doit permettre que les gens reviennent et qu'ils se disent, ce dépotoir, c'est là où il y a les meilleures choses. Si vous ne savez pas le faire, vous n'êtes pas un leader. Excusez-moi, vous n'êtes pas un leader. Un leader ne se fait pas, il ne suit pas bêtement les foules. Mais non,
Ce n'est pas parce que les gens ont dit aujourd'hui, dans la foule, départ de Faure Gnassingbé, ok, je dis, bon, désormais c'est départ de Faure Gnassingbé. Et puis il y a aussi le fait que certains veulent jouer du populisme. Des gens qui ont perdu toute popularité à un moment donné pensent que c'est l'occasion pour eux de se refaire une santé sur le plan de la popularité. Or, c'est l'intérêt de ce peuple qui est en jeu. Merci. Okay? C'est l'intérêt de ce peuple. Jean Yaovi Degli, notre invité cette semaine dans New World Forum. Nous allons marquer une pause d'une dizaine de minutes pour une édition de journal. On revient dans un court instant pour la suite, la deuxième partie de notre rendez-vous New World Forum.